Je m'appelle Jérémy, je suis VP de Product chez Doctrine depuis assez récemment. Moi, ce soir, en fait, ce que je vais vous parler, c'est j'ai 10 ans d'expérience en fait, dans le produit. Depuis que je suis sorti, donc en 2009, j'ai fait du produit. Et ce que je voulais en fait vous partager aujourd'hui, c'est plus à travers mon expérience, qu'est-ce que j'ai appris, d'accord, dans toutes les phases d'évolution que j'ai eues en tant que Product Owner, puis Lead PM, puis Product Director, puis CPO, pour vous donner un peu, pour ceux qui ne sont pas produits, avoir une petite idée de qu'est-ce qu'on fait, quels sont les choix un peu et comment on peut évoluer. Et aussi pour ceux qui font du produit, je l'espère, quelques petites idées. Voilà, d'accord. Donc rapidement, j'ai appelé ça le level 1, le product owner. Donc je pense que Zoé et Jonathan l'ont très bien expliqué. J'ai mis un peu ce guide. Ça me rappelle moi en fait quand je suis arrivé, je savais pas trop le métier, je l'ai aussi un peu découvert sur le tas, sans trop de formation. Et j'ai un peu jonglé pendant 2 ans, tout en arrivant au bout du pont. Durant tout ce parcours, je voulais vous donner un peu les 5, je pense, skills que j'ai appris et qui m'ont été nécessaires pour passer à l'étape d'après, si je peux dire, en termes de développement personnel. D'accord. Donc rapidement, il y a tout l'aspect user knowledge, donc passer du temps avec les clients pour récupérer du feedback, essayer de comprendre les besoins. Donc ça, c'est quelque chose aussi, on a tendance, comme l'a dit très bien Jonathan, au début à faire de l'intuition, à partir donc de faire ce retour un peu, de dire finalement pour qui on développe le produit. Donc ça, c'est un point important. Et par cette expérience-là, moi, je conseille d'en faire énormément, surtout à mes équipes. Ça permet aussi d'apprendre et de tester plein de techniques sur la discovery qui méritent une presse en tant que telle. Voilà. Un deuxième aspect aussi que j'ai appris, il n'y a pas d'ordre particulier en fait en termes de priorité, mais le custom management. Donc moi je fais pas mal de B2B, je travaille dans le B2B, et avec des deadlines, comme l'a dit Zoé, très bien. Donc savoir gérer un client, savoir être capable de lui expliquer les priorités, si par exemple quand il demande quelque chose qui ne fait pas de sens dans le produit, être capable de lui dire, de lui faire comprendre. Tout cet aspect un peu customer management qui est un peu clé aussi, et qui dans certains, en tout cas, équipes produits, c'était une responsabilité sur laquelle que j'avais en fait, tout simplement. Okay. Donc après, il y a tout l'aspect product operational knowledge. Donc ça, en fait, ce que je mets derrière, c'est tout l'aspect qui n'a pas été dit. Ça semble obvious, mais c'est très important parce que je le vois, c'est d'être vraiment connaître son produit, d'accord. Et connaître son produit de fond en comble, de manière à ce que quand on est en clientèle, surtout du B2B encore une fois, on est capable d'être pertinent, de comprendre et de comprendre en fait les tenants et aboutissants, c'est-à-dire à la fois technique, donc qu'est-ce qu'on est capable de faire, d'avoir cette vision-là, de bien comprendre les fonctionnalités, pourquoi on les a faites, quelles valeurs elles apportent. Donc ça, c'est des choses un peu aussi très importantes à maîtriser. Après, là, je ne vais pas rentrer, donc tout ce qui est product delivery, c'est ce qu'a très bien présenté Zoé, en tout cas toutes les itérations qu'ils ont fait, comment on travaille avec l'équipe de développement au jour le jour pour arriver à livrer justement les features. Donc ça, c'est tout un travail de collaboration avec l'équipe, comment on va découper les tâches, quelle est l'approche pour livrer un projet, de le faire de manière à valider le plus rapidement des hypothèses. Donc toute cette technique, en fait, que je mets derrière Product Delivery technique, ça, c'est vraiment un point, en fait, finalement assez clé aussi qui est à maîtriser, en fait, pour exceller dans le job. Et le dernier, bien sûr, le Team Collaboration Skill. Je pense que ce que j'adore aussi, moi, en tant que produit, c'est que quand on fait du produit, c'est qu'on a énormément d'interlocuteurs. Donc, à la fois avec les équipes de développement, mais aussi à la fois avec, si vous avez des CSM, donc des Customer Relationship Manager, par exemple, ou le support, avec le marketing, avec les sales. Donc ça, c'est aussi très important. D'accord ? Voilà un peu les 5 piliers, si je dois faire un peu, pendant ces 2 ans de Product Owner, ce que j'ai appris et qui m'ont permis justement après d'évoluer. Okay. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? On va les faire en direct. C'est clair à peu près ? Ouais, alors très bonne question, je vais pas redonner un peu de contexte. Donc j'ai cette expérience à une société qui s'appelle Ulink, qui faisait des softs de trading, tout simplement, okay, pour les banques et assurances. Donc là, à ce moment-là, quand je suis arrivé, Product Owner, j'étais Product Owner sur 2 équipes d'à peu près 5 à 6 personnes chacune. Voilà. Et quand je suis arrivé, là, je pense qu'on devait être à peu près un peu plus de 200, je pense, dans la société. Ok. Quelques questions d'autres, c'est à peu près clair. On avance.
Alors, un petit tips que j'aime bien et que je me sers aussi en interview. Donc en fait, pour valider un peu ce type de compétences et que j'aime bien me poser et que je pose souvent, c'est posez-vous la question, est-ce que vous êtes capable de démo votre product? Quand j'entends est-ce que vous êtes capable de démo votre product, justement, c'est pas faire l'erreur de dire bah, mon product il fait A, B, C, D et en fait on fait une démo et on est capable de faire une liste de features. Okay, ça c'est un point important. C'est plutôt ce que je trouve, et quand soit je passe des entretiens ou même sur un sujet, moi personnellement, comment je me challenge, c'est est-ce que je suis capable, quand je présente mon produit, d'expliciter les pains de mes utilisateurs et comment j'y réponds. D'accord ? C'est-à-dire de vraiment se focus sur l'impact que j'ai pour mes utilisateurs. Ok ? Est-ce que c'est à peu près clair ça ? Un petit exemple ? Ou c'est bon ? C'est bon ? Ok. Donc ça, c'est super important. Ça dit énormément de choses. Donc si vous vous sentez à l'aise, c'est super. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, je vous conseille d'en faire. C'est-à-dire que si vous avez l'opportunité, si vous êtes du B2B, ou même quand vous êtes en B2C, je pense, de prendre son téléphone, d'aller voir un utilisateur et d'être capable de lui pitcher un peu le produit et d'être capable de le faire. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne, entraînez-vous. C'est super important, c'est super révélateur. Et quand il y a une feature que vous n'êtes pas capable d'expliquer à un utilisateur, c'est-à-dire que certainement vous n'avez pas compris quelque chose ou que la feature, il ne faut pas la faire ou il faut l'acheter. D'accord ? Donc ça, c'est super. Okay ? Bon exemple. Alors, ma deuxième étape, en tout cas dans ma carrière personnelle, après avoir fait Product Owner, qui était sur donc justement un ou deux produits, j'ai pris en charge en tant que lead PM, ce n'était pas nommé comme ça, mais c'est l'idée d'une solution. Donc toute une gamme de produits pour répondre à un besoin d'électronic trading, dans le cas présent, et d'être capable d'amener la solution au marché. Donc pourquoi j'ai choisi un peu ce personnage avec Mario ? Je trouve que c'est le moment, on va dire, en termes de carrière, où, j'ai envie de dire, autant sur l'aspect product owner, j'ai pu me reposer sur certaines choses où je me sentais à l'aise, et je trouve que la partie plus lead PM, il y a un besoin encore plus vaste en termes de connaissances, surtout, et ça challenge beaucoup personnellement, et ça nécessite vraiment d'avoir une approche beaucoup plus méthodique sur le métier. En tout cas, c'est mon expérience personnelle telle que je l'ai vécue. Rapidement, alors j'ai mis Customer Knowledge cette fois-ci. Alors ça, c'est un point assez important. Au début, j'ai passé de User Knowledge, et là, c'est Customer Knowledge. Alors déjà, selon les produits, la personne qui utilise, ce n'est pas forcément la personne qui achète. Donc ça, c'est déjà un point important. Mais même si c'est les mêmes personnes, l'idée derrière Customer Knowledge, c'est de comprendre pourquoi votre client, il achète votre produit. Okay, ce qui est complètement différent de l'utilisation. Okay, donc je pense que c'est Jonathan qui en faisait un peu, qui faisait cette remarque sur la motivation, c'est supérieur à la user experience. Voilà, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est le métier, après, c'est de travailler aussi sur quelles sont les motivations de l'achat. Comment j'identifie quelqu'un qui veut acheter. Okay, et dans cette motivation de l'achat, après, il y a plein de choses qui vont en dérouler. Donc ça, c'est un point important. Je me pose la question, pas forcément comme un utilisateur, mais comme un futur client. Okay, le deuxième point aussi, c'est l'industrie. Donc dans l'industrie dans laquelle votre produit, c'est est-ce que vous êtes au fait de l'industrie. Donc quelles sont les innovations? Où est-ce que va l'industrie dans laquelle va demain? Donc comment vous positionnez votre produit et votre solution sur un horizon de temps un peu plus lointain, d'accord, qui vous aide aussi derrière à prioriser, à faire des choix. Donc ça, c'est un point important. Je donnerai peut-être un petit tips après aussi pour si ce n'est pas très clair, cet aspect-là. Il y a aussi un aspect, en tout cas que moi personnellement, j'ai un peu découvert aussi, c'est tous les aspects un peu business, dont on n'a pas parlé. Donc commencer, à chaque fois qu'on fait du produit, on pense, OK, alors je fais ce produit-là, quel est mon TAM? Donc Total Addressable Market. Quels sont mes futurs clients? Combien ça va me coûter? Combien je vais pouvoir en récupérer en termes de revenus? D'accord? Donc toutes ces questions aussi. J'ai trouvé un produit, quelle est ma stratégie sur le marché? Comment je me différencie? D'accord? Donc toutes ces questions, aussi de sales enablement, comment je vais aider mes sales à vendre ma solution? D'accord? Donc ça, c'est toutes des questions aussi, des sujets qu'on est amené à traiter dans ce type de job et qui justement nécessitent de réfléchir à toutes ces problématiques-là. D'accord? Et ça, c'est le début en fait de la product stratégie, pour en parler, mais c'est un peu les bases. Et après aussi, on a quelque chose qui arrive dans une société, donc stakeholder management.
Donc ça aussi, c'est important quand on est PM et quand on est lead, c'est on doit traiter de plus en plus avec des clients type déjà grands comptes, donc avec des exécutifs potentiellement en face, être capable en interne de traiter avec le directeur de l'engineering, d'être capable de traiter avec le directeur du marketing et d'être capable de travailler justement sur l'alignement. Donc ça aussi, c'est des choses forcément que par exemple, moi en tant que PO, je n'avais pas trop vu, mais qui étaient assez clés en fait. D'accord ? Alors je vais vous donner juste le petit tip cette fois-ci. Alors ça, c'est la question aussi, c'est un peu pareil. De cette fois-ci, la question que je me pose toujours, c'est pas cette fois-ci est-ce que je suis capable de démo, donc c'est-à-dire de convaincre mon utilisateur, mais est-ce que je suis capable de vendre le produit ? C'est pas du tout la même démarche en fait. C'est contre-intuitif un peu ce que je dis, mais quand même, c'est pas exactement la même chose. C'est pourquoi ? Parce que quand vous allez vouloir vendre votre produit, vous devez démontrer que votre produit va permettre à votre utilisateur client d'être successful. Alors, est-ce que vous voyez un peu la différence ? Donc je vais prendre un exemple pour être très clair. Donc, je vais prendre l'exemple justement sur lequel je travaillais. Je vais essayer de le simplifier au max pour bien comprendre. Donc, je vends une solution pour de l'électronic trading. Donc, en fait, rapidement, la problématique, c'est qu'il y a un desk de 6 traders qui doivent traiter 50 000 ordres jour. D'accord ? Le pitch d'un point de vue user, c'est dire, vous êtes 6 autour d'un bureau, vous avez 50 000 ordres clients qui arrivent, vous n'êtes pas capable à 6 de tous les vérifier. Donc, moi, je vais vous vendre un produit qui va vous permettre d'avoir les alertes quand vous avez besoin d'être notifié et de faire une action, je vais vous le dire automatiquement. Et je vais aussi vous proposer un produit qui, quand votre client il appelle, je vais être capable de trouver l'information dont vous avez besoin pour lui répondre très rapidement. Donc là, par exemple, je résous, alors les pains derrière, je vais présenter la valeur du produit. Par contre, si maintenant, en tant que lead PM, quand je vais voir un client, l'autre approche électronic trading, c'est de dire le marché en ce moment, ça va vers de plus en plus les coûts descendent, donc vous avez moins en moins de marge, vous devez de plus en plus automatiser, donc vous devez de plus en plus de faire de l'automation. Donc moi, j'ai les outils qui vous permettent de faire ça de manière à être compétitif sur votre marché et de pouvoir avoir de nouvelles offres. Vous voyez, ce n'est pas du tout le même positionnement, je n'ai pas du tout tenu le même discours. Okay ? Pourtant, c'est le même produit, c'est la même chose. Okay ? C'est juste que la valeur perçue, c'est les utilisateurs, l'autre, c'est si on achète la solution, pourquoi vous allez être successful dans votre business à vous. Okay ? C'est à peu près clair ? Okay. Donc ça, c'est aussi généralement des bonnes questions que je me pose, et quand je vois des gens en entretien, c'est typiquement le genre de questions, ça permet de voir un peu la profondeur sur la connaissance de l'industrie, connaissance du marché. Voilà, je le fais en 2 secondes. Est-ce que vous avez des questions sur ces phases-là un peu ? Pas trop. Ça vous parle ou pas du tout ? Toujours dans la même boîte ? Toujours dans la même boîte, oui. Donc là, c'était en tant que lead PM, je travaillais avec 3 product owners, donc pas de management, 3 product owners, et ça faisait à peu près une 40aine de développeurs, à peu près. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est à peu près leur demandeur. Juste comment ça se passe du coup de travailler avec des product owners ? Parce que moi j'ai fait l'échelle product owner, et après j'ai du management, mais j'ai pas de lead PM. Ouais. J'ai pas l'impression d'avoir qu'il y a un peu une vision produit que j'ai pas du tout. Et du coup ma question c'est comment ça se passe justement le travail du lead PM par rapport au PO ? Quels sont en gros qu'est-ce qui est à la main du PO, qu'est-ce qui est à la main du lead PM, et comment vous arrivez à interagir justement sur les priorités ? Alors, la question, c'est, si j'ai bien compris, c'est la différence de quelles sont les responsabilités entre un PO et le lead PM dans la société. Alors, par rapport, donc déjà, le lead PM, il a une vue sur une solution, donc c'est vrai que la responsabilité va être justement tout ce qui est de définir la go-to-market avec le marketing, de définir les priorités un peu plus long terme. Moi, souvent, je réfléchissais à 6 mois, 12 mois pour donner les grandes tendances. Ce n'est pas dire on va faire ça dans 6 mois, c'est plus dire ok, ça c'est le focus, par exemple l'automatisation dans tel secteur, il y a par exemple de la régulation, donc définir plus les thématiques. Après, ça va être chacun des product owners qui travaillait sur le produit en tant que tel, qui en fonction de la thématique, allait définir avec les clients, faire le travail en fait de product owner, d'aller parler avec le client, définir ok, pour répondre à cette problématique par exemple de régulation, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, quels sont vos besoins, et après d'incorporer ces besoins dans le produit. Voilà. C'est à peu près clair ? Ouais. Et là, par exemple, je ne travaillais plus avec des équipes de développement en direct. OK. Bon, alors,
Après ces 2 ans-là, j'ai fait Product Director, donc je suis passé Product Director. Donc là, juste pour donner du contexte, comme ça je le dis avant, cette fois-ci, toujours la même boîte. Et en gros, quand j'ai commencé, on devait avoir 15 PM et c'est fini à peu près à 35 dans la société. Alors pourquoi j'ai mis les petites flèches? Parce que je trouve qu'une fois après, au niveau lead PM, il y a différents choix de carrière, potentiellement. Est-ce que sur des aspects plus management, qui a été mon choix, et donc c'est ce que je vais présenter. Mais ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'il y a aussi des carrières que j'ai vues prendre de la spécialisation, que ce soit par rapport à l'industrie, que product strategies. Après, il y en a qui vont plus de la data, faire de la growth. Donc il y a plusieurs types de spécialisation que je ne vais pas rentrer parce que là, je vous partage mon parcours. Mais je voulais juste dire que pour moi, à ce moment-là, de mon point de vue, c'était justement, il y a cette question qui s'était posée. En tout cas, c'est moi, j'ai eu l'opportunité, ce que j'avais envie de faire. Donc, voilà. Donc rapidement, en fait, qu'on voit en tant que product director et ce qu'on apprend comme nouveau skill, en tout cas ce que moi j'ai appris, justement, il y a le stakeholder management, level 2, dans le sens où cette fois-ci, c'est plus côté exécutif. En fait, ça monte, on a un peu plus. Donc parler aux personnes du COMEX. De travailler sur les problèmes d'alignement, commencer à travailler sur les problèmes d'alignement cross-organisation, je pense que c'est un sujet aussi important. De travailler aussi sur, je vais faire le 4, l'organisation du département de produit, justement comment on split les responsabilités, comme on vient de dire, entre des lead PM, des PO, est-ce que le lead PM il doit manager les PO ou pas, donc toutes ces questions-là qu'on commence à se poser. Est-ce que par exemple on a bien découpé, une question qu'on se pose toujours, qui n'est jamais facile, c'est est-ce qu'on a bien découpé et est-ce qu'on a bien donné les bons objectifs pour les teams de manière à ce qu'elles aient le meilleur impact, ou est-ce que la manière dont on est découpé, elle se marche dessus tout le temps. Ça c'est un sujet aussi toujours qui m'a toujours un peu hanté, c'est ce genre de problématique. Il y a aussi bien sûr l'aspect, en fait, moi, mon management, après le terme un peu galvaudé, mais coaching justement des product owners, des PM, justement pour qu'eux ils puissent évoluer dans leur carrière et être capables de progresser sur les différents justement un peu paradigmes et skills que je viens de présenter. Et après il y a aussi l'aspect évangélisation, surtout en interne et des fois aussi en externe, sur un peu, je ne passe conduite du changement, mais plus travailler justement pour évangéliser les bonnes pratiques, convaincre finalement potentiellement de changer la manière de travailler, revoir un peu de manière différente, et donc de convaincre, on va dire, l'audience de ces changements. Et ça, je trouve que c'est un point surtout qu'on passe beaucoup de temps en fait et qu'on développe. Avant, on le fait tout le temps un peu. Mais là, on a la capacité, en tout cas moi j'ai eu la capacité en tant que product directeur de faire des changements assez importants dans la société en termes d'organisationnel, et c'est un point qui est très important, la capacité de convaincre. Voilà un peu ce que j'en retire. Et alors, rapidement, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je ne sais pas si je suis un peu loin. Voilà, donc par exemple, en tant que product director, un des petits tips aussi, en tout cas les questions qu'on peut se poser, c'est, je pense qu'une équipe produit, c'est ça qui est beau, c'est comme un peu un produit. Donc il faut faire une analyse, il faut voir pourquoi on le fait, essayer, se tromper, builder aussi. Et aussi, c'était aussi une vision de comment on veut, quelles sont les responsabilités et où est-ce qu'on veut amener l'équipe. Donc ça, c'est un point aussi qui est assez important pour moi. Et c'est le type aussi, je trouve, que je conseille toujours à se poser quand je discute avec d'autres product directors. J'aime toujours demander quelle était un peu leur vision, où est-ce qu'ils en sont et où est-ce qu'ils aiment aller. Et où est-ce qu'ils... Voilà. Donc ça, c'est assez important pour moi. Très rapidement, après, donc, j'ai bougé, mais plus cette fois-ci en Chief Product Officer. Donc là, c'est encore au-dessus. Là, pour d'autres raisons, je suis resté pas longtemps. Après, justement, je suis allé chez Doctrine. Très rapidement, parce que peut-être pas assez d'expérience, mais les choses, peut-être pour vos questions. Après là, c'est plus du tout du produit, c'est vraiment plus travailler avec les peers, travailler avec les autres membres du COMEX sur comment on s'organise, travailler sur la stratégie de la boîte, mais pas qu'au niveau produit, d'un point de vue un peu global, et aussi comment l'organisation. Donc voilà, c'est les 3 problématiques, et là, ce n'est plus du produit. Voilà, ça vous explique peut-être pourquoi j'ai changé. Voilà, rapidement, 2 choses. Pour vous dire, moi les 2 choses en tout cas que personnellement j'ai appelé superpower, qui personnellement m'ont aidé en tout cas, je pense que la capacité d'écoute c'est très important à tous les niveaux. Quand on fait du produit, on doit écouter nos clients.
quand on devient directeur produit, il faut écouter ses équipes. Donc l'écoute, de toujours être à l'écoute du besoin de finalement les gens qui expérimentent concrètement les choses, de vraiment prendre ce temps de l'écoute, parce que finalement, c'est comme du produit. Encore une fois, je l'ai dit, c'est d'essayer de comprendre où est-ce que sont les douleurs et les peines et trouver la solution pour y remédier. Donc ça, moi, si j'avais un conseil, en tout cas, ne perdez jamais ça de vue. Et le deuxième aussi, c'est l'aspect leadership au sens, je pense qu'en tant que PM, product owner, on a toujours, c'est assez clé, parce que dès le début, en fait, on travaille dans une équipe. On doit aussi, on doit convaincre, parce qu'on amène avec des sujets de prioritisation, des choix business, donc on doit toujours convaincre. Et c'est un skill set qui est vraiment important, je pense, et qui m'a toujours servi. Donc voilà, c'est un peu les deux derniers points. Voilà, et le dernier petit conseil, et je m'arrêterai là, c'est voilà, en tant que votre carrière produit, il faut la construire, à le penser comme un produit. N'hésitez pas à vraiment passer du temps à découvrir. Il y a beaucoup de contenu, je trouve, de très grande qualité sur les différentes facettes du product owner. Donc prenez le temps de les lire, faites-vous des idées, surtout testez-les. C'est-à-dire que vous êtes dans une organisation, je suppose, où vous utilisez plein de choses, on ne fait pas exactement pareil. Mais si vous avez des opportunités, testez-les. Vous verrez, soit ça vous plaît, ça marche ou pas. Et au moins, vous aurez avancé dans votre réflexion. Ça, c'est super important. Et après, quand vous trouvez un truc qui vous plaît, passez du temps dessus. Moi, c'est par exemple tout l'aspect un peu coaching et product stratégie, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc voilà, je veux passer plus de temps là-dessus maintenant. Et voilà, et continuer. Ça sera tout pour moi. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une petite phrase secrète derrière, sur la slide, je vous laisse la lire. Sur la partie product owner, Ouais. vous avez Ouais. une tips pour comprendre un client, pour pouvoir retenir sa demande de feature? Ouais. Alors, le tips. En fait, le tips, c'est d'être transparent et de lui expliquer, en fait, d'être vachement pragmatique, en fait, et de lui expliquer, en fait, de lui expliquer. Faut pas le brusquer. Donc c'est pas le but, n'est pas jamais de lui dire ah non, c'est complètement con ou non, c'est pas ce que je veux faire, quoi. Mais toujours de redéfinir du contexte. Par exemple, je vais avoir une demande, je vais dire bah, aujourd'hui, par exemple, donc il y a deux façons de s'en sortir. C'est soit on rappelle la vision du produit, où est-ce qu'on veut l'amener, et que finalement ce sujet-là, en ce moment, ça ne rentre pas dans cette vision-là, mais ça le sera peut-être dans le futur. Faut jamais fermer la porte. Okay. Soit aussi, il y a la technique un peu plus short terme de dire, bah là, par exemple, jusqu'à la fin de l'année, on fait telle feature, by the way, vous n'en avez pas besoin. Et essayer de dire, bah, on en reparle plus tard. Et voilà. Donc, c'est un peu les deux tips que sont mes deux méthodes. Ça marche très bien. On s'en sort. En fait, assez surprenant, mais ça, c'est un vrai sujet de fond, hein, mais assez surprenant, je pense que, et c'est souvent au niveau de la compagnie, c'est rarement au niveau du product owner qu'on peut le gérer, mais dire non à un client, c'est pas si catastrophique que ça. Loin de là. C'est même plutôt sain, en fait. Et ça met plutôt une bonne relation. Après, il faut le faire intelligemment. Et encore une fois, je pense que ce n'est pas un conseil que je vous donne en tant que product owner d'aller dire non à votre client. Parce que je pense qu'il faut que vous soyez bien aligné avec votre management là-dessus avant de faire ça. Mais voilà. Mais après, bon, voilà, en termes de culture, c'est ça le sujet. D'autres questions? Je peux vous aider? Est-ce que ça vous a servi? Ouais. Oui. Et maintenant, c'est pas dramatique d'être moins focus sur le produit. Ça manque ou pas? Alors bon, là maintenant j'ai rejoint Doctrine, donc il y a une équipe de 6 personnes, c'est un peu plus à taille humaine côté produit, donc j'ai encore un peu plus les mains dedans, on va dire. Mais oui, après c'est vrai que moi personnellement, puis en plus vous avez vu, c'était assez rapide quand même. Moi ça m'a manqué un peu justement, donc je voulais un peu prendre un peu plus de temps et j'avais encore envie de passer un peu plus de temps les mains dans le produit. Donc oui, clairement. Clairement. Comment tu as géré ton onboarding en arrivant chez Doctrine avec une équipe produit qui est déjà construite? Comment j'ai géré mon onboarding? Alors, c'est assez simple. Je ne sais pas si c'est simple, mais les 3 premières semaines, j'ai passé, ce que j'ai dit, je ne fais pas d'opérationnel, c'est-à-dire je ne rentre pas dans les sujets. Passer la majorité, alors c'était les vacances, donc j'ai un peu de mal sur le customer, passer plus de temps avec les clients. Donc ça, c'est un conseil même pour qui que ce soit en produit. Vous arrivez, vous demandez à votre chef, au minimum, de vous faire avoir 30 clients, 30 utilisateurs
ou 15, 20, mais voilà, c'est ça, vous faites que ça en fait au début. Hein. C'est un bon conseil. Donc, moi, malheureusement, c'était l'été, donc je n'en ai pas fait. Là, j'essaie de rattraper. Aussi, de prendre le temps, justement, je dirais sur l'aspect écoute, de prendre le temps déjà de comprendre comment les équipes marchent, comment ça fonctionne. Pour essayer aussi d'identifier un peu, en tout cas de ma vue. Donc ça, c'est un deuxième point. Et le troisième point, c'est de comprendre de point de vue assez macro par rapport à la boîte. C'est quoi le business et qu'est-ce qui marche, mais assez macro. Donc, avoir une idée à peu près claire des funnels, c'est quoi le channel de distribution, est-ce qu'il marche, il ne marche pas. Et aussi voir, il y a un point important aussi de se poser toujours comme question, c'est est-ce que le produit, en termes, parce qu'après mon doctrine, n'importe quelle start-up, il y a des objectifs de croissance assez forts. Donc c'est toujours la question de, après c'est what's next en termes de croissance, est-ce qu'avec le produit qu'on a, on est capable de faire la croissance qu'on veut, ou est-ce qu'il y a... En termes de timing, hein, j'entends bien sûr, on n'a pas le produit pour faire la croissance sur 3 ans, mais sur les 6 prochains mois, par exemple, est-ce qu'on a le produit pour faire la croissance ou pas? C'est des questions aussi juste de bien comprendre où sont les enjeux. Est-ce qu'ils sont côté produit, parce qu'il faut adresser un nouveau marché, ou il faut avoir une valeur proposition un peu plus forte, ou est-ce que c'est plus de l'optimisation de funnel, ou c'est du marketing? Voilà, c'est un peu... Voilà. Et à la fin, j'ai fait entre autres sur l'équipe produit, j'ai partagé après à l'équipe produit ma vie au bout d'un mois à peu près, ma vision de dire voilà ce que je pense que vous faites très bien, voilà je pense où est-ce qu'on peut s'améliorer, et voilà où est-ce que j'aimerais qu'on aille. Quoi. Voilà. Ça, c'était le rendu à l'équipe, puis il y a d'autres rendus. Quoi. Tu es formé comment dans cette Alors, honnêtement, je pense qu'un des gros... C'était assez intense à Ulink, donc j'avais pas beaucoup de temps pour moi et je pense que je ne me suis pas auto-formé ou j'ai pas demandé assez de formation, donc il y avait beaucoup de essais et fails. Je pense que je pourrais faire 2 heures de fails que j'ai fait, je pense. Après, quand même, il y a un point important, j'ai appris beaucoup de mes collègues. C'est vrai que j'avais des collègues, par exemple, qui étaient extrêmement forts en product delivery. Donc, ils faisaient des trucs avec leur équipe. Je me disais, comment c'est possible et tout, moi, j'y arrive pas. Donc moi, j'ai énormément, via les collègues, d'aller creuser et d'avoir toujours été un peu curieux, de dire, tiens, ce truc-là, tu le fais vachement bien, montre-moi, et je prenais le temps. Voilà. Ça, c'est, je pense, un des points. Après, sur ces dernières années, justement, quand j'ai commencé à lire un peu plus de littérature, surtout sur les aspects organisationnels produits. Ça a commencé surtout par là, parce que je me posais 3 millions de questions, et c'est jamais évident, parce qu'il n'y a pas de bonne solution, en fait. C'est juste des compromis. Donc après, c'est question de quel compromis il faut faire. Là, justement, hop, ah non, trop tard. Attendez, si, voilà. Moi, si j'avais un point à vous recommander, voilà, vous voulez faire du produit, vous lisez que ça. Si vous maîtrisez ça, je pense que vous êtes champion du monde. Donc c'est Silicon Valley Product Group, dont Marty Kagan, super connu, mais bon, si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Il y a son bouquin Inspired. Moi, c'est un peu ma Bible, j'avoue. En fait, c'est à la fois quand vous lisez, vous dites c'est évident, mais en même temps, pour arriver à faire simple, c'est compliqué. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, je pense que c'est un bouquin, il faut le lire 1 fois, il faut le lire 2 fois, il faut le lire 3 fois à différents stades en fait, de son évolution. Parce qu'en fait, je pense que la première fois que je l'ai lu, moi, je me suis dit oui, voilà, très bien, obvious. Puis je l'ai lu une 2e fois un peu plus loin, et j'ai fait ah oui, quand même. Il avait raison en fait, mais je n'avais pas compris la première fois. Et la 2e fois, voilà. Donc, bon, j'aurais pu en faire plein d'autres, hein, il y a plein d'autres choses, mais je me suis dit si j'avais une seule. Donc là, c'est un blog en fait, le premier. Donc vous pouvez vous inscrire à une newsletter, un produit super de qualité. Et il y a le livre, ça fait 300 pages, ça se lit très bien, c'est très simple. C'est écrit en gros caractères, il y a beaucoup de pages qui sautent, et voilà. Et ça, justement, je vous avais mis ça au cas où vous me posez la question, vous n'êtes pas allé jusque-là. C'était juste un extrait de Product Vision quand j'avais fait mon retour justement dans l'équipe Doctrine What is Next. Voilà, vous avez par exemple le feedback que j'ai donné à l'équipe produit à Doctrine. Voilà, les 4 priorités jusqu'à la fin de l'année pour l'équipe produit. Voilà, donc de challenger un peu plus l'équipe produit sur les business justement need. Donc ça c'est le point customer knowledge et le point un peu industry knowledge. Focus en user research to catch up, donc ça c'est le point un peu de discovery. L'aspect be one cycle ahead, donc ça c'est l'aspect un peu delivery. Parce que généralement je vois beaucoup d'équipes produits qui un peu préparent le truc à l'arrache pour donner aux équipes de l'engineering. Donc ça pour l'avoir fait, pour l'avoir battu, j'ai mis beaucoup de temps avant. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de la valeur que ça a d'être toujours un peu en avance et de pouvoir préparer seulement et d'avoir le temps de faire la product discovery. Donc voilà, donc ça c'est une des choses à mettre en place.
Et après, l'aspect un peu travailler beaucoup plus avec les autres départements, passer beaucoup plus de temps. Donc, par exemple, les product managers se forment à faire des démos pour aller faire des démos